depuis la semaine dernière, quoi de neuf? Eh bien, quoi de neuf? Nous avons un nouveau gouvernement. Et, quoi de neuf? François Baroin et Alain Juppé se sont réunis, pour nous les candidats aux législatives pour la droite et le centre, à Pessac. Et j'y étais bien sûr en tant que candidate. Ça s'est passé comment? Eh bien, tout d'abord, nous avons eu une réunion à huis clos où, de concert, Alain Juppé et François Baroin nous ont expliqué la ligne de notre parti et surtout de l'alliance entre la droite et le centre, puisque nous sommes toujours associés et alliés avec l'UDI. Et puis, ils nous ont manifesté et exprimé tous leurs encouragements avec le souhait que nous insistions beaucoup sur le programme et tous les avantages qu'il y a à soutenir le programme de la droite et du centre au regard du programme d'En Marche. Donc, je vais revenir là-dessus un peu plus longuement. Et puis après, il y a eu une conférence de presse dont vous avez peut-être entendu parler par la presse, en l'occurrence. Et ensuite, il y a eu un repas qui nous réunissait pour avoir des échanges un peu plus informels. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, de cette rencontre avec Alain Juppé et François Baroin? D'ailleurs, Christian Collat m'accompagnait en tant que suppléant. Ce qu'ils ont exprimé, c'est que les personnalités qui étaient LR et qui ont intégré le gouvernement sont dans une aventure individuelle et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une coalition de notre parti avec En Marche. Ça, c'était très clair, très nettement exprimé. Et surtout, ils ont exprimé que c'était une divergence totale de l'analyse politique de la situation en France, puisque ceux qui ont rejoint En Marche ont considéré qu'il fallait regarder la France photographiée au second tour de la présidentielle, alors que les Républicains estiment que la réalité de la situation politique française doit se regarder au soir du premier tour, donc avec un éclatement des forces entre quatre partis quasi équilibrés. Et donc, en conséquence de quoi, nous sommes fondés et nous avons raison de continuer de défendre notre programme de la droite et du centre, puisqu'il est le mieux à même de redresser la France et surtout d'apporter une meilleure vie à tous les Français. C'est donc sur cette divergence d'analyse que Alain Juppé et François Baroin nous ont encouragés, nous ont demandé de nous battre pour porter ce programme jusqu'au bout et tenter évidemment d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, comme un troisième tour, en quelque sorte, après le premier et le second de la présidentielle. Et puis, effectivement, dans tous les cas, pouvoir peser sur des projets qui feront vraiment avancer la France dans le sens d'une libération de l'économie, plus d'autorité de l'État, la réforme de l'école, enfin tous les sujets que nous portons depuis la primaire, puisque aujourd'hui, à chaque étape de cette aventure politique, il y a quelques inflexions de ce programme, mais en réalité, le corps commun est très solide et partagé, j'ai envie de dire, par tous les membres de notre famille politique. Qu'est-ce que je peux dire de plus de ce programme? Il a été donc publié par les Républicains et l'UDI la semaine dernière, et il insiste sur plusieurs axes dans lesquels nous nous inscrivons pleinement, puisque, comme vous le savez, depuis des mois, en allant à votre rencontre, en rencontrant les acteurs économiques, eh bien, nous avons façonné collectivement un programme qui sera celui que je vais présenter la semaine prochaine, je vais vous en dire un mot tout à l'heure, et il s'inscrit donc pleinement dans les priorités pour lesquelles la droite et le centre sont engagés. La première d'entre elles, c'est tout ce qui concerne l'emploi et notre pouvoir d'achat. Et donc, c'est très important que nous expliquions que nous sommes là pour pouvoir relancer l'emploi en enlevant les charges et les normes inutiles sur tous les entrepreneurs, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient artisans, qu'ils soient entrepreneurs. Également, il y aura des mesures de défiscalisation des heures supplémentaires. Et puis, il y aura des renégociations, par exemple, pour la circulaire qui concerne les emplois détachés. Et ce qui fait qu'il y a tout un ensemble de mesures qui sont faites pour encourager l'emploi. Vis-à-vis des jeunes, d'ailleurs, il est question d'encourager réellement l'alternance en exonérant les employeurs en alternance
de toute charge sociale, mais aussi pour ces jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, et pour le coup, là, ça concerne complètement, je crois, nos enfants et nos jeunes, c'est d'avoir des mesures d'encouragement et d'aide même financière pour passer le permis de conduire et avoir des prix extrêmement réduits, que ce soit pour passer le permis ou que ce soit pour louer une voiture dès lors qu'il s'agit de pouvoir exercer et accepter un premier emploi. Donc il y a des mesures très concrètes en fait pour favoriser l'emploi et qui s'appliqueront directement sur notre territoire. Il y a également la question du pouvoir d'achat, et là qui concerne absolument tout le monde, puisque comme vous le savez, En Marche s'inscrit directement dans la continuité des années de gestion Hollande, qui peuvent se résumer de la façon suivante: quand il y a un problème, on crée un impôt. Et En Marche a donc décidé d'augmenter la CSG de 1,7%. Alors, quand c'est dit comme ça paraît tout à fait abstrait, mais en réalité, ça signifie que pour quelqu'un qui a un revenu de 1 500 € mensuels, eh bien, il va avoir une perte de son pouvoir d'achat de 300 € par an. Et nous, au contraire, on veut que pour toutes les petites retraites, on puisse avoir une augmentation, et non pas une diminution, de 300 € par an. On souhaite que les petites pensions de réversion soient augmentées de 10%. On souhaite que les heures supplémentaires soient défiscalisées, et on va travailler aussi en direction des familles qui sont le pilier de notre société et qui sont au cœur des valeurs de notre famille politique, en relevant d'abord, en revenant à l'universalité des allocations familiales et en relevant le quotient. En réalité, toutes ces mesures sont fondamentales puisque ce sont les classes moyennes qui ont été matraquées fiscalement pour lesquelles on revient à une situation raisonnable en travaillant et en s'engageant à ce qui est, j'oubliais l'essentiel, une baisse de 10% du revenu de l'impôt sur le revenu, ce qui fait que tout un chacun doit y trouver son compte pour avoir une respiration et avoir une vie meilleure, et ça concerne beaucoup de monde sur notre territoire. Évidemment, il y a plein d'autres mesures qui sont prévues dans le programme, notamment au regard de la sécurité. Quand je vais dans certaines de nos communes, j'ai pu constater que certains d'entre nous ne se sentent pas en sécurité au regard de l'impunité de la moyenne ou la petite délinquance, puisqu'en fait, ceux qui commettent ces actes sont parfois arrêtés, sont parfois emprisonnés, mais ils sortent, ils recommencent, et ce sentiment d'impunité donne l'impression à certains d'entre nous qu'on s'en sortira jamais. Donc les mesures qui sont préconisées pour ça, c'est déjà revenir aux peines planchées pour les récidivistes, c'est également donner à la justice les moyens d'être efficace en construisant 16 000 places de prison supplémentaires. En l'occurrence, c'est revenir au programme qui était prévu en 2012 et qui a été interrompu par les années Hollande et qui sont absolument indispensables, ne serait-ce qu'au regard des conditions dans lesquelles les détenus sont détenus. Pardon, je ne trouvais pas mes mots. Pour ce qui concerne d'ailleurs la sécurité au niveau international, c'est pareil. Il est question d'avoir une surveillance particulière des fichiers S et également de réactiver, si je puis dire, le renseignement en s'appuyant sur les forces de gendarmerie qui irriguent le territoire, et donc revenir à une gestion plus rationnelle du renseignement en le renforçant. Par ailleurs, il est question d'être intraitable avec toutes les associations qui soutiennent l'islamisme radical. Et là, il y a fort à faire, puisqu'il y a des zones en France où le laxisme est inacceptable d'une certaine façon. Et enfin, toujours dans la même ligne, il y a des mesures en faveur d'une limitation et même d'une diminution de l'immigration. On a beaucoup parlé de ces questions, on le fait un peu moins aujourd'hui, mais ça a quand même occupé les médias pendant plusieurs années et les questions ne sont pas réglées. Vous le savez, le droit d'asile est un droit international fondamental à respecter, et il faut bien distinguer ce qui concerne les réfugiés en tant que tels et l'immigration économique. Pour ce qui concerne les réfugiés, eh bien, ceux qui relèvent du droit d'asile, c'est notre devoir humain et fraternel de les accueillir dans des bonnes conditions. On sait aujourd'hui que seuls 5% de ceux qui demandent relèvent des conditions, et donc il faut vraiment accélérer les procédures pour examiner tous ces dossiers, parce qu'aujourd'hui ils sont examinés au bout de 2 ans, donc les personnes sont installées et aucun n'est reconduit à la frontière, alors que dans des pays comme l'Allemagne, c'est fait en 3 à 4 mois et les personnes sont reconduites aux frontières. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui profitent
de la situation dramatique de certaines personnes qui méritent d'être accueillies pour, j'ai envie de dire, profiter d'une vague. Et donc ça, c'est la première des choses à faire. Et pour ce qui est pour l'émigration économique, c'est très important d'avoir des quotas pour être en capacité, pareil, d'accueillir ceux qui veulent rejoindre la France et adhérer à nos valeurs. Pour le reste, c'est très important sur un plan international. On prévienne le mal, si je puis dire, parce que lorsqu'on voit la poussée démographique en Afrique, il va falloir quand même aider sur un plan international au développement de ce continent, parce qu'on pourra dresser tous les murs que l'on veut. Si des millions de personnes arrivent, voilà, ça sera trop tard. Donc aujourd'hui, il est de notre devoir de prévenir toutes ces questions. Alors je ne veux pas être très longue, on va continuer, je pense, dans un dialogue comme on le fait à chaque fois. Mais avant, je vais laisser la parole à Christian Vella, qui est élu du Pian, ce qui m'amène d'ailleurs juste à faire un petit aparté, car il y a des têtes nouvelles dans la salle, donc je ne suis pas sûre que vous me connaissiez aussi bien que ça. Moi, ça fait des mois et des mois que je suis en train de battre la campagne. Je veux donc juste rappeler que je suis grayanaise depuis au moins 7 générations, donc je suis quelqu'un du cru, je vis au quotidien dans le corps de ferme où mes grands-parents étaient paysans. J'ai connu cette vie que j'ai partagée avec eux. Je suis partie évidemment parce que je suis magistrate à la Cour des comptes. Aujourd'hui, je suis revenue et j'ai le souhait d'investir mes compétences au service de mon territoire. J'ai reçu beaucoup de force, de ténacité, de combativité et d'amour de toute ma famille dans le Médoc, et je veux le rendre en me mettant au service de notre collectivité. Et donc j'ai choisi un suppléant de choc, bah oui, Christian Vella, qui est élu du Pian. Donc moi je suis du Nord, il est du Sud. J'ai eu toute une vie au service du bien public dans la fonction publique en travaillant avec Jacques Chirac, Philippe Séguin et puis récemment avec Alain Juppé, alors que Christian, lui, est aux Républicains depuis très très longtemps, a travaillé dans l'univers industriel, a un engagement syndicaliste très fort, c'est un grand sportif et il a plein d'autres qualités qui sont complémentaires aux miennes, et donc c'est avec un très grand plaisir que je lui cède la parole.